Bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique, de géostratégie d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler d'un continent qui nous intéresse toujours régulièrement sur Open Box TV. Nous allons parler de l'Afrique. Et je vous laisse présenter le sujet. Merci. L'Afrique est un pays en perpétuel devenir, ça c'est bien évident, mais dans lequel c'est vrai qu'en France, on a une vision qui n'est pas toujours la vision réelle, parce qu'on est tiraillé entre la vision du passé, ce que certains appellent la France-Afrique, et qui a beaucoup compté dans nos analyses dans le passé, et puis une Afrique nouvelle qui se développe sur le plan démographique extrêmement vite, qui se développe également sur le plan économique, et qui n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir avec l'ancienne. Alors, pour pouvoir en parler, j'ai invité mon ami, on peut le dire, Alain Dupuy, qui est à la fois un chef d'entreprise, mais que surtout, moi, j'ai découvert comme président d'une association qui s'appelle Objectif Afrique Avenir et qui a une caractéristique, c'est qu'elle fréquente essentiellement les jeunes générations africaines, celles qui arrivent ou qui vont arriver au pouvoir, avec tout ce que ça comporte au niveau de la compréhension des événements. Alors je me suis dit que qui mieux que lui pouvait dialoguer avec nous pour justement expliquer un peu ce qui se passe, comment ça se passe, et surtout arrêter de tomber dans les schémas du passé qui fait qu'on interprète les choses avec une vision qui a 20, 30, 40 ans de retard et qui fait qu'on n'y comprend pas grand-chose. Alain, bonjour, merci. Merci d'avoir accepté de venir avec nous. On va pouvoir, comme ça on a le temps, on va pouvoir dialoguer ensemble sur ce qui se passe. Et comme vous avez une connaissance, comme je le disais, qui est tout à fait exceptionnelle par justement cette vision de l'Afrique moderne et de l'Afrique du futur, il y a une première question moi, qui me travaille un petit peu, qui m'interpelle. C'est en définitive, c'est cette mutation auquel nous sommes en train d'assister actuellement à travers toute une série de coups d'État, un peu partout, hein, il faut bien le dire, et qu'on ne comprend pas toujours. En tout cas, les interprétations qui sont faites en France correspondent rarement à ce qui est la réalité du terrain. Alors, je voulais vous entendre là-dessus pour commencer, parce que là, je sais que vous avez beaucoup d'idées, puisque vous connaissez la plupart des protagonistes. Écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir convié, et je vous remercie tous les deux, de m'avoir permis de m'exprimer effectivement. Mais donc, pour répondre à votre question, oui. Les coups d'État, évidemment, il ne faut pas s'étonner, les coups d'État, ils ont été quand même provoqués par des situations, aussi peut-être, dans laquelle la jeunesse n'est pas étrangère à ces constats de carence, d'attente, de développement, d'emploi, etc. Et qui fait qu'on a pu pousser les gouvernances en place à les secouer un petit peu et à provoquer peut-être cet appel à l'armée pour provoquer des coups d'État. Puisque les coups d'État ont été fomentés, non pas par des oppositions, a priori, politiques, mais plutôt par des armées qui se sont révoltées contre le pouvoir en place. Et ça, si vous voulez, c'est à la fois une explication, mais c'est en même temps une déception. Parce que pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Parce que l'armée, dans les différents pays, on peut citer la Guinée, on peut citer le Tchad, ces pays sont entre les mains d'une armée qui n'est pas efficace pour s'occuper de ce à quoi elle doit s'occuper, c'est-à-dire la sécurité du pays de manière interne. Et alors, on veut lui donner une position qui est une position de changement, qui finalement n'est peut-être pas forcément adaptée à la situation, parce qu'on arrive à faire une sorte de présidentialisation de l'armée, c'est-à-dire que le président ne s'appuie que sur une chose, c'est l'armée, faute de s'appuyer sur des tendances politiques avec lesquelles il pourrait éventuellement discuter pour faire évoluer les choses. Et après, une fois que ce coup d'État est fait, parce que je me souviens encore, le coup d'État de Guinée, le dernier coup d'État de Guinée, il y en a quand même eu deux, ça a été la joie dans la ville. À Conakry, les gens sautaient de joie, et les jeunes aussi. Puis finalement, quand on s'aperçoit que la junte militaire pas du tout l'impression, parce que la solution au coup d'État, on a l'impression que finalement, les organismes régionaux, comme la CEDEAO, pour ce qui concerne l'Ouest, c'est de dire, bon, il faut aller aux élections. OK pour le coup d'État, mais ça ne va pas durer. Oui, finalement, oui, c'est ce qui est prévu. Et en fait,
on n'y arrive pas forcément. Et là, on se prend les pieds dans le tapis en ayant des solutions. Vous le voyez au Tchad, vous le voyez au Mali, vous le voyez en Guinée, là encore, où c'est une situation de junte militaire qui n'en finit plus. Et là, les gens en reviennent. Et à partir de là, ça provoque une nouvelle révolte éventuellement des populations. Donc la jeunesse n'est pas du tout rassurée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'à sa demande finalement d'agitation un peu des choses convenues, on arrive à une situation qui est pire peut-être parce qu'on n'arrive à rien de plus, quoi. Voilà. Donc on ne peut pas évidemment valoriser, disons, ou se réjouir que dans tel pays, tiens, il y a eu un coup d'État, donc enfin ça va changer. Ben non, pas forcément. Ça peut être même pire. Alors les jeunes générations qui sont de politiques, là oui, je parle des politiques, que vous connaissez, qui voient ça, y compris vos anciens premiers ministres, comment ils réagissent par rapport à ces chocs qui en définitive n'aboutissent à pas grand-chose, comme ce que vous le dites? Ben non, ils arrivent à finalement se lasser aussi des situations. Si je prends le cas du Burkina, je prends le cas par exemple de notre ami Lassine Azerbo, j'allais citer Lassine Azerbo, mais qui lui a trouvé une autre activité, mais d'autres qui restent au pays, comme Zéphirin Diabré, par exemple, qui a été ministre, qui a été candidat contre le président Kaboré, qui s'est fait débarquer donc, pour le coup d'État. Il avait été élu, enfin, il avait été à 44% des voix, je crois, au deuxième tour de l'élection, donc c'était pas mal. En définitive, il a reconnu sa défaite. Et du coup, le président Kaboré lui dit, bon, bah, écoute, finalement, on ne va pas se fâcher. Et il le fait rentrer comme ministre de la Réconciliation. Pendant un temps donné, ça n'a pas duré très longtemps. Donc on pouvait penser que politiquement, voilà une illustration qui aurait pu être intéressante pour essayer de mettre un peu les gens d'accord. Puis en définitive, ça passe pas, puis on s'embarque vers un coup d'État militaire où tout le monde saute. Aujourd'hui, Zéphirin Diabré, qui a été interdit de partir du Burkina dans les premiers mois qui ont suivi le coup d'État, aujourd'hui, il attend. Il attend des jours meilleurs. Peut-être qu'on peut penser que peut-être au Burkina, l'organisation du pays n'est peut-être pas aussi dure finalement qu'elle va, et qu'on finira peut-être par arriver à quelque chose de plus civil, on va dire. Maintenant, on peut se demander, ça c'est une question, moi c'est une prise de conscience, je veux dire, je n'ai pas la science infuse là-dessus, mais on peut se demander si effectivement le recours à l'élection pour un changement et retourner à la vie civile est effectivement la seule solution, quoi. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Quand on voit le cas du Tchad, si vous voulez, qu'on recule de jour en jour le truc, on avait dit finalement, après cette réunion du dialogue qui a eu lieu à N'Djamena, sous la présidence du jeune Mahamat Déby, que finalement on allait se parler avec toutes les composantes politiques, à l'exception de celui qui était le plus fort, c'est-à-dire les transformateurs de Succès Masra, que je connais bien et qui est un homme de grande qualité, de dynamique, etc., mais qui en fait va peut-être un peu trop vite et il ne faut pas se bercer d'illusions, ça passe pas. Ça passe pas. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait envisagé, le jeune président Mahamat Déby, qui avait été bien honoré par même notre président français au début de sa mise en place. Il a été mis en place il a été mis en place. C'est ce que l'on dit, oui, bien sûr. Mais ça, Déby a été... s'est entretué avec ses généraux. Il a été assassiné par... Ils se sont entretués. C'est ce que je dis. Tous d'accord. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais on le sait. Il a tué un de ses généraux et le cousin du général l'a tué. Exactement. Donc vous êtes d'accord. On met en place le fils, alors que toutes les oppositions en avaient par-dessus la tête de voir Déby à la tête de l'État depuis trop longtemps. Mais derrière le fils, il y a une famille. Derrière le fils, il y a d'autres militaires qui ne laissaient pas faire ça. Exactement. Et le Premier ministre, notre ami Albert Padaquet, que nous connaissons bien, puisqu'il est membre de notre club, mais entre autres de ça, qui avait une vie avant d'être ce qu'il est devenu, il le disait en aparté un peu, je ne veux pas trahir de secrets, ce ne sont pas des secrets d'État, mais enfin, il le disait, je pense que le fils Déby n'a pas tellement d'intention d'aller tellement plus loin et si longtemps, mais il est tenu par les autres. Qui le pousse. Et si jamais il s'en allait, peut-être qu'il finirait comme son père. Exactement. Donc il fait gaffe. Et dans cette réunion de dialogue qui a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, on pouvait penser qu'il allait sortir de là, que, comme il le disait lui-même au début, on va vers une solution civile. Exactement. Et puis finalement il dit oui, mais je serai peut-être candidat à la présidence.
Et là, ça fout tout en Et l'air. là, ça met tout en l'air et c'est reparti. D'où, je pense, je ne veux pas le dire, ça c'est moi qui le dis, d'où la démission peut-être du Premier ministre qui dit, bon, finalement, qui on dit n'en non, il n'y sort a pas. rien à faire. Et ça on déclenche. retombe sur les mauvais penchants Et ça du passé. déclenche à ce moment-là tous les mauvais penchants du passé, et ça déclenche à ce moment-là des révoltes qui sont mal terminées le 20 octobre. Vous savez qu'il y a eu un passage assez sanglant à N'Djamena, où le jeune Succès Masra a dû s'échapper dans un autre pays. Je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Tout ça, quand même n'avance pas beaucoup. Donc on se rend compte que ces coups d'État ou ces situations anarchiques, finalement, ne solutionnent rien. Alors, pour répondre aussi à votre question, les conséquences de ça, elles sont doubles. C'est-à-dire que pour la jeunesse, la population qui est en attente, évidemment, ça ne règle aucun problème. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ça ne va pas le régler sur le plan économique non plus. Parce que des États qui sont déstabilisés, des pays qui sont fragmentés comme ça, une Afrique, parce qu'une Afrique, globalement, elle est fragmentée, les uns contre les autres, etc. C'est compliqué. Donc tout ça n'engage pas, évidemment, les puissances étrangères à se faufiler par leur secteur privé. Et qu'au plan économique, si on a des pays qui ne sont pas en état de coopération, notamment avec les secteurs privés, ça va compliquer quand même les choses. Une bonne partie de ces pays vont bien et sont de vraies opportunités de développement pour les pays européens. Bien sûr. Là-dessus, oui, des opportunités, vous dites. Ça me gêne un peu de dire des opportunités parce que je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on ne raisonne pas forcément en termes d'opportunités dans l'intérêt de ceux qui provoquent ces opportunités, mais surtout des peuples. D'accord. Des peuples, et aller jusqu'au bout. Et quand on parle de l'aide au développement qui a pris des évolutions fortes, il faut bien le dire. On vous parle, l'autre jour, j'avais un ambassadeur d'Europe, que je ne citerai pas, peu importe, qui disait, oui, mais là, il y a 400 milliards qui ont arrivé, 200 milliards. D'accord, mais jusqu'où ça va? Ça traîne. Et il y a ma chère amie ambassadrice du Niger qui intervenait dans cette réunion, qui dit, oui, messieurs, c'est très intéressant tout ça, mais il faut passer à l'action, quoi. C'est bien joli de faire des phrases avec des projets budgétaires et tout ça, mais l'action, aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que dans cette action publique qu'est l'aide au développement, il faut plutôt parler aujourd'hui d'investissement peut-être du secteur public, mais surtout d'investissement du secteur privé, pour arriver à développer des affaires en coopération de partenariat véritablement partagé, efficace pour tout le monde. C'est pour ça que je relève le mot d'opportunité. Parce que l'opportunité, elle n'est pas que pour ceux qui donnent, elle est aussi pour ceux qui reçoivent. Comment vous voyez l'évolution? Parce que d'un côté, il y a des problèmes politiques, on vous les avait évoqués, on les a évoqués, mais il y a également des problèmes de développement économique importants quand même actuellement. Bien. Est-ce que les investisseurs sont prêts à investir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des pays qui vous semblent plus ouverts ou plus... que d'autres. Alors, je crois qu'il faut changer, comme on dit, le mot est toujours très utilisé en ce moment, mais je crois qu'il est utilisé à la fois par les chefs d'État, mais également par les chefs d'entreprise. Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une assistance à une économie, c'est une participation. On a deux grands sujets, enfin on le sait très bien, j'invente rien. La démographie est une force quelque part, mais elle peut être considérée comme encombrante parce qu'il y a une montée très importante de la population, avec une montée de jeunes très importante. Aujourd'hui, on a à peu près en moyenne 42 à 45% des populations africaines qui ont moins de 20 ans, si vous voulez. Donc c'est très saisissant. Il faut les nourrir, il faut les former, tout ça. Voilà. Alors tout ça, il y a des rôles que chacun peut avoir dans ce domaine-là, c'est-à-dire... au lieu d'accueillir des bateaux de migrants, pardon, j'ai rien contre les migrants, les pauvres, parce qu'on prête le flanc à tout ce qui s'y passe dans ces mafias d'exportation de personnes, si vous voulez, ce qui est terrible. Mais il y a quand même des moments où on se dit, au lieu de laisser rentrer les gens, ou même il y en a qui viennent de leur propre gré, en bonne forme, faire des études, etc., faisons des opérations sur place, facilitons l'éducation locale. C'est le premier budget. Le premier budget, c'est la facilitation de l'éducation sur place, dans tous les pays, un par un. Et la France, dans sa partie francophone, a son rôle à jouer. Le président Macky Sall le disait dernièrement, je vous le disais tout à l'heure hors de l'antenne, quand il était question de se rendre compte qu'il y avait effectivement une baisse de régime dans la relation économique entre la France et le Sénégal, par exemple. Il dit, mais jusqu'où ça va aller, disait le journaliste qui lui posait la question. Il dit, mais écoutez, on n'a pas du tout l'intention d'abandonner la France, mais néanmoins, il y a des spécialités. On sait très bien qu'avec la France, sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan culture, on est marié avec la France.
non seulement à cause du passé, mais à cause de la qualité de la France. Également sur l'Europe, il peut y avoir d'autres, en élargissant, parce que l'Europe aussi, on va peut-être en parler, va avoir un rôle considérable à jouer dans cet avenir que, d'ailleurs, le président Macron le considère aussi aujourd'hui comme étant capital. On peut faire du B2B de France à pays tel ou tel, mais si on veut parler africain en général, il faut que ça soit une Union européenne. Ce que j'allais dire, c'est que la force, c'est la démographie. La démographie, il faut l'utiliser aussi. Mais savoir la former, comme vous l'avez très justement dit. Et une fois qu'on l'a formée, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Il y a 2 points quand même qui me paraissent importants. C'est l'évolution de la ruralité. Aujourd'hui, on s'apprêtait à faire à Bordeaux, il y a 1 an environ, un colloque, un sommet Afrique-France qui avait pour terme la ville durable. Mais la ville durable, ça avait entraîné des choses, des réflexions et des projets qui nous faisaient dire, bon, la partie de la ruralité, il faut qu'elle s'équipe pour s'organiser pour ce travail de l'agriculture notamment, et pour éviter que les gens aient le réflexe d'aller grossir le nombre des habitants dans les villes. Donc il faut que chacun ait sa chance. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donner un anoblissement de l'activité de l'agriculture, c'était impératif. Et le deuxième grand point que tout le monde cite, c'est pas moi qui le dis, c'est l'industrialisation. Aujourd'hui, il faut arrêter, d'ailleurs dans certains pays s'en rendent compte, il faut commencer à industrialiser au maximum, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va créer des emplois et qu'on va créer de la richesse sur place. Et faire attention à ce que les pays, les puissances extérieures, évidemment, elles sont en éveil. C'est ce qui leur donne peut-être envie aux États-Unis, aux Chinois, aux Russes, de voir les richesses qu'il y a dans certains pays énormes. Et dans le fond, on a peut-être un truc à jouer là-dedans, et c'est vrai, on le voit. Aujourd'hui, peut-être que c'est le Sénégal et la Mauritanie qui vont nous sauver de la question du gaz ou du pétrole. Je ne sais pas par rapport à la situation de l'Ukraine. C'est terrible, mais c'est réel. Donc cette industrialisation, c'est capital. Je vous parle pour le Gabon, par exemple. Un petit exemple qui est très significatif sur le Gabon, que je connais bien hein, pour cause. Oui, on peut préciser pour nos auditeurs et téléspectateurs, notre ami Alain Dupuy est aussi consul honoraire du Gabon. Au Gabon, par exemple, depuis 5 ans, on a interdit la vente des grumes, vous savez, les gros morceaux de bois là, qui sortent de l'arbre, les grumes, ce qu'on appelle les grumes, en l'état. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut faire que travailler le bois dans toute sa splendeur de son industrie. Ça va chercher dans des domaines comme la cosmétologie ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, il y a plein d'applications possibles. On a créé en l'espace de 5 ans, sur une population qui au Gabon fait environ 1 800 000 personnes. C'est un petit pays en nombre de personnes. On a créé 140 000 emplois en 4 ans uniquement pour la transformation du bois. C'est génial. Donc ça, on se dit, mais une industrialisation, ça peut provoquer un changement complet de paradigme, justement. L'Afrique actuelle, bon, nous étions les alliés, dans cette zone-là, hein, nous étions l'allié, l'ami traditionnel, bon. Mais on voit aujourd'hui plein de pays qui commencent à faire des politiques d'influence ou des politiques d'entrée dans le pays, d'investissement dans le pays. Oui. On voit la Chine, on voit la Russie, on voit d'autres pays. Comment vous voyez ça, vous qui le constatez avec tous nos amis africains là-bas? Il faut évidemment, ça s'explique par justement les attraits que l'on peut voir dans ça, pour les uns comme pour les autres, et chacun y trouve peut-être son compte. Je parle des Africains. Hein. Bien sûr, tout, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de raison de fermer la porte. Et je crois que de ce point de vue, ça n'est pas inquiétant dans la mesure où la France peut s'allier quand même aussi sur le plan européen, je le disais tout à l'heure rapidement, mais ça me paraît être tout à fait nécessaire, à cette possibilité de fonctionnement avec les différents pays africains au titre continental, mais également avec des méthodes peut-être qui sont différentes. Je pense en particulier d'abord à ce que les pays africains... Il y a quand même un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à maintenant, et qui est un peu aussi la cause de ces coups d'État dont on parlait au début, c'est la question d'atteinte aux souverainetés. Bon, oui. Il est évident que les pays sont attachés, et on le comprend, à leur souveraineté. Mais il n'en reste pas moins que tout en gardant la souveraineté, il y a une tendance, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qui est ce qu'on appelle le multilatéralisme, qui fait que les gens ont intérêt quand même aussi, au même titre que l'Europe a intérêt à réunir les pays européens, mais les Africains ont intérêt à travailler sur ce multilatéralisme qui est leur chance aussi. C'est-à-dire que tout en gardant leur souveraineté, avoir des points communs. Et la création de ce qui s'est fait au niveau économique et la zone de libre-échange, là, ce qu'on appelle la ZLECAf, zone de libre-échange en Afrique, ce sont des moyens de performer davantage entre pays africains et aussi d'être des cibles globalement plus importantes que d'être un pays isolé, parce qu'on va
choisir tel pays plutôt que tel autre, etc. Et c'est toujours les mêmes, et il y a des pays qui vont rester en retrait. Donc ça, je crois que ça donne une force à l'Afrique de se réunir. Et puis, il y a, sur le plan plus technique aussi, un système qui a été utilisé, vous parliez du Congo tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être développé dans les pays africains, ça donne des avantages de positionnement vis-à-vis même des grandes puissances, parce que j'ai connu une période où, au Congo-Brazzaville, justement, l'un de nos amis, de nos membres du club, qui s'appelle Alain Akwala Atipo, qui a été ministre des zones économiques spéciales, c'est lui qui a inventé un peu ce truc-là, mais je veux dire, ça a apporté un plus incroyable, notamment sur les côtes congolaises, à un développement économique. Et aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Sénégal, tout le monde se préoccupe de ce système-là. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui pourrait, qui n'est pas si nouveau que ça, mais enfin qui devrait se développer et apporter une stabilité. En vous écoutant, on a l'impression que, en définitive, cette Afrique dont on parle est en train quand même de se structurer les uns avec les autres de manière très sérieuse. Ah oui, si elle ne se structure pas encore assez vite, il faut qu'elle le fasse. Les dernières interventions d'un homme comme Mankeur Ndiaye, qui a été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur du Sénégal à Paris et délégué de l'ONU pour la direction de l'ONU en Centrafrique, à Bangui, n'est-ce pas, a fait un exposé là toujours au Forum de Tanger, qui a eu lieu le 4 et 5 novembre, très intéressant, sur ces questions, sur cette analyse du terrorisme, cette analyse des coups d'État, cette analyse du multilatéralisme et cette analyse de l'intérêt de la diplomatie uniformisée, on va dire, et européanisée également, vous voyez. Et ça, c'est très intéressant. C'est lui qui le dit, mais je crois que c'est la solution, c'est la recette. Oui, mais alors, comme vous le dites, lui le dit, on en a parlé dans le au Forum de Tanger. Par contre, si on se place du côté des Européens, par exemple, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment compris. Ils n'ont pas encore. Ah ben non. Ils n'ont pas compris du tout. Non. Il y a une question qui peut intéresser un certain nombre de personnes. Il y a quelques années, on a vu le Rwanda, dans lequel on parlait français. Avant les massacres, et même après d'ailleurs, le français était la langue officielle du Rwanda. On a vu le président Kagame dire « je rentre dans le Commonwealth et j'abandonne la langue française ». Quelque temps plus tard, nous avons nommé sa ministre des Affaires étrangères comme président de la francophonie, ce qui a surpris un certain nombre de gens. Ça, je peux vous dire que ça a surpris Mme Mushikiwabo. Et c'est passé. Et alors, il y a quelque temps, on a vu le Togo et le Gabon, que vous connaissez bien, décider de rentrer dans le Commonwealth. Alors là, vous qui connaissez bien toute cette zone et les gens qui y sont, qu'est-ce qu'on doit tirer comme enseignement ? Comment réagir ? Comment faut-il comprendre ce passage dans le Commonwealth ? Est-ce l'abandon de la France ? Ce que je ne crois pas, mais ça m'intéresse beaucoup de vous entendre. Est-ce que c'est autre chose ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que deux pays, le Togo et le Gabon, traditionnellement très proches de la France, partent vers les Anglais? Au même titre que Mme Mushikiwabo, contrairement à ce qu'on pouvait penser, n'a pas abandonné l'anglophonie, mais a fait un excellent travail, je crois qu'elle peut alors c'est dire. vrai, j'aurais dû l'ajouter, elle fait un excellent travail. Et elle fait un excellent travail. Elle travaille très très incontestablement. bien pour développer la francophonie. Je pense qu'Abdou Diouf, qui a été le créateur de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, pourrait le reconnaître aujourd'hui, si vous voulez. On est d'accord. Mais en tout ce qui concerne le Gabon, je crois qu'au fond, au départ, oui, il y a une petite déception de la part du président Ali Bongo, d'un certain nombre de régressions ou d'oublis parfois. Il y a eu des réunions qui sont faites avec certains pays, notamment le 18 mai 2021, quand il y a eu cette truc pour les sociétés africaines, etc., où le Gabon n'a pas été mis tellement en valeur. Je ne sais même pas on n'a pas oublié de l'inviter ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, des petites maladresses comme ça. Puis il est arrivé en Angleterre, où parfois il a dû rencontrer les personnes qu'il fallait à l'époque. Quand il avait été malade, il avait quand même été très bien traité aussi par l'Angleterre, donc il avait quand même de bonnes relations là-bas. Et il s'est intéressé à ce Commonwealth pour peut-être faire une petite digression vers ces eaux-là. Mais moi, pour en avoir parlé avec tel ou tel ministre du Gabon à qui je faisais la remarque, comme vous venez de la faire. Je dis, mais est-ce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on abandonne la France, ou il y a un problème? Enfin, non, surtout pas. On est trop attaché à la France. Mais encore, un peu, même réponse que celle que faisait Macky Sall il y a un an à Paris. En fait, la France ne peut pas être partout. Et si on a telle ou telle opportunité à prendre ici ou là, pourquoi pas?
Mais je ne pense pas que cela entraîne une véritable régression des partenariats entre la France et le Gabon, quoi. Enfin, je ne l'espère pas en tout cas. Moi, je m'efforce, à mon petit niveau, de développer toute la relation économique entre la France et le Gabon, mais enfin, en tout cas ma région. Et voilà, il n'y a pas de mauvaise intention, mais enfin, bon, on est ouvert. Je crois que c'est le monde aussi qui change, hein. Le monde s'ouvre, le monde... Mais alors, quand on voit effectivement le Gabon, le Togo, et comme vous dites, hein, c'est une évolution. Mais quand je vois, vous venez de citer Macky Sall, quand je vois le président Macky Sall du Sénégal, qui, face à un problème qui concerne toute cette partie de l'Afrique, sur les céréales en particulier, sur l'histoire des céréales, dit... et là, il prouve d'ailleurs qu'il est le patron de l'organisation. Oui, il est président de l'Union africaine. Il est président de l'Union africaine, et il dit « je vais voir directement Poutine ». Il est allé voir Poutine, il a négocié directement, il est revenu, il avait obtenu ce qu'il voulait. Ils sont en train de prendre quand même une dimension et une indépendance qu'on ne leur connaissait pas. Une autonomie, tant mieux. Moi, je ne suis pas en train de dire le contraire. Au contraire. C'est aussi une évolution. On a des hommes de grande qualité là-bas. C'est une évolution, bien sûr. Alors, je pense qu'il n'était pas tout seul à avoir ce propos-là. Maintenant, il y a peut-être des choses convenues également qui peuvent ne pas plaire dans le cadre de ces installations régionales. Hein. Si vous voulez, moi, je ne veux pas prendre parti là-dessus, mais enfin, on sent très bien qu'il y a eu des moments où les chefs d'État de la CEDEAO ou les chefs de l'État de la CEDEAC n'ont pas forcément eu des positions justes par rapport à tel ou tel pays. C'est le cas notamment du Tchad ou notamment de la Guinée, par exemple, où pour un coup on applique les sanctions aux uns et pas aux autres, tout ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a des intérêts à défendre, on ne sait pas. Mais ça, c'est la politique, si vous voulez. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même un élan collectif qui fait que ces choses-là vont évoluer, vont changer peut-être dans le bon sens, vers une certaine indépendance, disons-le. Parce que les pressions qui existent, que l'on entend tous les jours, vous les entendez comme moi, de sentiments anti-français, de néocolonialisme, ce sont des mots qu'on entend quand même. Absolument. Aujourd'hui, il faut quand même essayer de les bloquer, ces mots-là, parce que vraiment, ils ne sont plus du tout d'actualité. Il ne faut pas que les gens pensent dans les mentalités. Moi, je dis toujours, moi, vous savez, je peux me promener à Bamako, il ne va rien m'arriver. Les peuples ne sont pas contre les peuples. Oui. Il y a vraiment une analyse, notamment par la jeunesse, des déceptions de ce que font les dirigeants entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, on n'est pas des enfants de cœur, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu des intérêts aussi très personnels. Des intérêts personnels très personnels dans les relations. Exactement. Et moi, j'ai du mal parfois à comprendre. Il y a eu de la corruption, et ça aussi, et Mankeur Ndiaye le dit dans ses analyses qu'il faisait à Tanger l'autre jour. Il y a quand même un point important qu'il faut toujours parler, c'est lutter contre la corruption. C'est clair. Et même un homme, je peux le dire là aussi, je ne sais pas que je veuille, un homme comme Ali Bongo, aujourd'hui, a fait beaucoup dans ce travail-là, dans son propre pays. D'autres le font certainement aussi. Mais justement, voilà, tout ça fait que ça change. Hein, mais justement, mais là, quand on voit ça, quand on voit le travail qui a été fait par certains, alors que d'autres étaient... Je vais carrément mettre les pieds dans le plat. Quand on prend IBK, qui était très arrangeant sur la morale... Très arrangeant, oui. Je suis gentil... Peut-être pas pour lui directement, mais pour son entourage. Oui, bien sûr, mais c'était pour une juste répartition autour de lui, on va dire ça comme bien entendu. Mais quand on voit ça, quand on voit les efforts de Ali Bongo pour justement restructurer, ou d'autres, on voit qu'il y a une évolution en Afrique, un volontarisme et une évolution chez un certain nombre de dirigeants. Et la question que je me pose, parce que quand je vois les campagnes ou les commentaires qui sont faits chez nous, est-ce que véritablement, dans un pays comme la France, on a pris conscience de cette évolution d'une bonne partie de l'Afrique? Parce que je me pose des questions. Comme vous venez de le dire à l'instant, quand on voit les critiques qu'il y a pu y avoir sur certains, les accusations immédiates de « Ah, il n'est pas avec nous, donc c'est un traître, en gros, il est avec les autres », on peut se poser la question en disant « Mais attends, est-ce que ceux qui disent ça ou ceux qui véhiculent ça à travers les médias ont bien compris qu'ils sont à l'opposé de la réalité africaine actuelle ?» Oui, je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine et que malgré tout ce qui s'est passé, si vous voulez, et je ne veux pas encore une fois jeter la pierre au chef d'État, moi je ne sais pas comment ça se passe quand on est chef d'État et qu'on a une responsabilité aussi économique, malgré tout. Mais on a eu un peu de mal quand même. Je parlerai simplement de la Guinée que je connais bien. Mais enfin, on a mis un peu de temps à comprendre que M. Alpha Condé était illégalement élu quand même. Exactement. Donc, mais ça, on l'avait oublié. On avait fermé les yeux extrêmement timides.
le jour de la 3e élection d'Alpha Exactement, Condé, on dit on a fermé M. les Macron yeux, n'a hein. pas envoyé ses félicitations. On n'a pas fermé les félicitations, sauf que 15 jours après, quand il vient à Paris, on lui sort le tapis rouge quand même. Parce qu'il n'y a pas eu que lui. Il y en a un certain nombre qui ont modifié la Constitution et on a fermé les Alors yeux. ça, Et dire, après, il ne faut pas s'étonner que la population dise « Mais enfin, vous vous foutez du monde, c'est à cause de vous. » C'est une des raisons qui provoque ce que nous savons, c'est les tentatives de réforme de la Constitution. Ah, exactement, Bon, à ça chaque c'est fois. clair. Après l'apparition au pouvoir de la junte militaire en Guinée, par exemple, quand j'entendais dire par la diplomatie française, on a une délégation de France qui vient pour discuter de je ne sais quel produit à vendre, je ne sais pas quoi, on est en concurrence avec Israël dans tel produit, etc. J'ai dit, mais parce qu'on discute avec la junte militaire pour des affaires. Ah bon? Oui, mais on ne peut pas laisser. Ah bon, on ne peut pas laisser. Donc on n'a pas le courage de dire, voilà, il y a au pouvoir, tant pis pour l'économie, il faut d'abord respecter le droit, la gouvernance, les droits de l'homme. Et Emmanuel Macron l'a dit très clairement au Cameroun, quand une journaliste lui a dit « Monsieur le Président, comment vous comptez reprendre un peu le dessus ?» Toujours la même question. Oui, reprendre un peu le dessus avec le Cameroun, avec lequel vous avez quand même une activité qui avait essayé, etc. On n'a pas été brillant. Oui. Et il a répondu, sachant que je pense que le président Biya a un petit peu dur d'oreille, donc il s'est permis de dire des choses que l'autre n'a même pas entendues. Il est président à vie, avec le temps, ses oreilles se ferment. Parce que quand la précédente fois, quand une autre journaliste lui a posé la question, je m'adresse au président de la République du Cameroun, Monsieur le Président, est-ce que vous comptez être candidat à la prochaine élection présidentielle? Il dit, comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est Macron qui dit, elle te demande. C'était drôle. Mais après, la question d'après, c'était de dire au président Macron, maintenant, cette situation, et d'écouter, on a dans un certain nombre de pays, il n'a pas dit ici, bien sûr, des dictateurs. Donc, pour le développement économique, ça Emmanuel Macron l'a dit en toutes lettres, ça vous pouvez entendre l'enregistrement, je ne me prêterai pas à passer outre les valeurs de droits de l'homme, avant tout, et d'honnêteté morale. Ça, c'est rassurant quand même. Mais il faut le tenir. Il faut s'y tenir, parce que c'est tentant. Malheureusement, regardez le nombre de fois, on a dit « Ah non, attendez, il faut respecter la Constitution. » Et puis on les a laissés faire modifier les statuts. C'est pour ça. Après, c'est toute la crédibilité. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a là-dessus un rôle éminent du secteur privé qu'il faut mettre en avant, mettre en valeur, pour que ce rôle-là de partenariat vienne de secteur privé à secteur privé. Et on le disait dernièrement, je ne sais plus dans quelle réunion, en parlant de l'aide au développement. L'aide au développement, c'est bien, mais si c'est une aide publique, on n'est pas sûr, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des Africains qui l'ont dit. Bien sûr. On n'est pas sûr que cette aide publique aille jusqu'au bout. Et donc, à l'avantage des peuples. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des tas de raisons, des charges de ceci, des charges de cela, des frais qui sont justifiés, qui sont honnête peut-être, mais enfin, ça fait baisser totalement le montant de l'aide elle-même pour aller à l'avantage des populations. En disant ça, vous me faites penser à cette analyse qu'on peut faire des opérations militaires françaises, à Barkhane, où on a vu en définitive les militaires qui se sont bien organisés, qui ont fait avec les moyens qu'ils avaient, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais quand on voit la suite, à savoir la désaffection, on s'aperçoit que le grand problème qu'on a eu, que les Français ont eu, c'est qu'à côté de l'action militaire qui était menée convenablement par nos militaires, il y avait toute une action vers la population civile, les investissements autres, qui n'a pas été faite. Et c'est à cause de ça qu'il y a cette coupure. C'est que les gens, ils nous ont vus comme une troupe d'occupation, ils ne nous ont pas vus comme un partenaire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est vrai que ça donne cette impression. Maintenant, il faut savoir véritablement, l'opération Barkhane, et en tout cas l'opération Serval au départ, devenue Barkhane ensuite, est-ce qu'on en a changé la nature? On a changé la nature. La première était une opération pointue pour aller contre le terrorisme. La deuxième, après, c'était la sécurité qui venait quand même en aide, quand même. Et ça, les dirigeants africains le reconnaissent, que les armées locales ne sont pas toujours ni formées, ni compétentes pour maintenir un certain nombre de choses. Malheureusement, la plupart des armées africaines ne sont si bien pas au niveau pour il faire fallait ce genre de combat. Mais c'est vrai que ce n'était pas un rôle peut-être de militaire. C'est là où il fallait peut-être se demander si au niveau de la formation, de l'éducation, de certain nombre de choses, on pouvait apporter à certaines de ces populations qui étaient dans l'embarras. Et c'est ce qui provoque l'équilibre aussi. Et l'équilibre de sécurité, il ne vient pas uniquement par la protection militaire. Et là, je crois que ça, c'est une question qui va faire évoluer l'Afrique, comme tous les pays qui sont dans ce genre de danger. Il n'y a pas que l'Afrique, d'ailleurs. Voilà. Donc, redonner sa chance au secteur privé, en Afrique d'un côté, mais également chez nous, pour qu'il aille investir là-bas. Ah oui. Et les encourager à qu'il aille investir en Afrique. Oui, parce que, si vous voulez, ça aussi, c'est très précis, moi, dans mon esprit en tout cas, et dans celui de pas mal d'autres, mais il y a une méthode
pour faire de l'économie en Afrique. C'est fini l'histoire de dire je monte une société là-bas, hein, j'ai rien contre Total, contre Areva ou je ne sais trop qui, mais qui sont des sociétés franco-françaises là-bas. Non, il faut faire investir là-bas, mais avec les gens du pays, les intéresser, les former, ou ils se forment tout seuls d'ailleurs, ils n'ont pas forcément besoin de nous dans certains domaines, parce qu'ils en savent parfois plus que nous, connaître bien notre analyse, avoir une analyse du pays dans lequel on va, se prêter à la relation avec les gens, parce que si vous n'êtes pas dans la relation avec les gens, eh ben, ça ne sert à rien, et ça vous donne l'impression de faire le donneur de leçons, et ça, les gens n'en veulent plus, et c'est mauvais. Et là, la chance de l'économie est très forte. Quand on parlait même de l'industrialisation, ça s'apprend, je veux dire. Mais il y a peut-être sur certains produits à industrialiser en Afrique. Je pense que les techniciens français ou européens qui peuvent venir vont apprendre beaucoup des gens du pays parce que telle ou telle transformation, ils ne vont pas savoir la faire eux-mêmes de toute façon. Donc c'est une coopération véritablement. Et enfin, quand je pense, pour terminer là-dessus sur le mot de coopération, ça me fait penser aussi, moi je suis très accro de la coopération décentralisée parce que je pense que les villes, les villes européennes, françaises ou européennes, ont un grand rôle à jouer. On parlait tout à l'heure du secteur privé, mais dans le secteur semi-public qui représente la coopération décentralisée, moi j'y crois beaucoup, je l'ai pratiqué, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui amène beaucoup de progression dans les pays. Donc développer de nouvelles formes de partenariat, exactement, qui vont nous permettre de travailler en symbiose avec l'Afrique et non plus avec un espèce de concept de dominant-dominé qui a peut-être été lieu il y a 50 ans, mais c'est fini. Et je pense que les Africains ne demandent que ça. C'est pour ça qu'ils vous disent on n'est pas du tout... Donc un nouveau langage, une nouvelle approche pour faire évoluer les choses. Une prise de conscience d'abord, et après d'avoir le nouveau langage. Voilà, moi là à peu près, si j'étais ministre de la coopération, c'est ce que je dirais. Merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. De cet échange très intéressant. On aurait bien d'autres choses à dire, mais je pense que d'autres que je vous indiquerai pourront développer certains points que j'ai effleurés simplement et qui seraient intéressants de développer. Eh bien écoutez, voilà, une autre vision des relations entre la France et l'Afrique, plus axée sur un partenariat axé sur l'économie et les relations entre entreprises, industries. Et il y a énormément de choses à faire en Afrique, effectivement. D'ailleurs, nos amis et partenaires européens ne s'y trompent pas, je crois. Ils sont souvent là-bas et on leur laisse un peu trop souvent facilement la place. Merci de nous suivre et à bientôt pour une prochaine émission sur openboxtv.fr. Merci. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Et vous pouvez nous suivre à loisir où que vous vous trouviez sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons et en particulier via les podcasts pour une écoute en toute liberté où que vous vous trouviez.